Bon matin tout le monde. Ce matin, je voulais faire un retour avec vous sur les points que je trouvais importants à souligner là, sur le bilan qui a été publié hier par l'USDA pour le secteur des grains et pour le porc, évidemment, et puis faire peut-être jeter un œil aussi sur le marché à terme en même temps, là, les effets que le rapport a eu sur les marchés à terme hier. Donc, débutons avec le secteur des grains. Dans le maïs, c'est pas une grosse surprise. Par contre, gros inventaire. On s'attendait tous à avoir un inventaire assez important compte tenu des ancrages qui ont été annoncés. Pour l'instant, l'USDA s'en est tenu aux intentions d'ensemencement, c'est-à-dire 97 millions d'acres dans le maïs. On aura un chiffre plus juste dans le rapport du mois de la fin du mois de juin là, sur les semis. Qu'est-ce que les agriculteurs américains vont effectivement avoir semé? Est-ce qu'il va y avoir une régression au niveau des ancrages dans le maïs? C'est ce qu'on va savoir au mois de juin, mais pour l'instant, c'est toujours les données du mois de mars qui prévaut pour faire le premier jet là, de ce bilan-là de la prochaine année. Élément important, le 3.3, c'était le chiffre à surveiller dans ce rapport-là. C'est qu'on s'en va avec des inventaires de 3.3 milliards de boisseaux. Faut reculer dans les années 80 pour retrouver autant de maïs. Ce que j'ai retenu de ça hier, si vous regardez le prix moyen à la ferme, on parle de 3,20 versus 3,60. C'est seulement un écart de 40 sous, malgré les inventaires aussi importants. On verra, c'est un premier jet. Il peut se passer beaucoup d'eau sous les ponts pour arriver à cette donnée-là, mais l'interprétation que le marché à terme a fait de ce rapport-là, je pense que c'est ça qui est important hier. Le marché a fini en hausse de 5 à 6 sous là, après la publication du rapport. Vous allez dire, oui, le marché s'attendait à un chiffre comme ça, c'est possiblement pour ça que le marché réagit positivement, mais la confirmation du 3.3 milliards de boisseaux aurait peut-être dû tirer le marché vers le bas, puis ça n'a pas été le cas. Donc, c'est la bonne nouvelle si on est vendeur et la mauvaise si on est acheteur, si on espérait payer moins cher pour le maïs, mais il est encore tôt dans la saison, il peut se passer encore un paquet de choses avant d'arriver à cette valeur-là. Si vous voyez aussi, l'USDA mise beaucoup sur les exportations, c'est une augmentation de plus que 20% au niveau des exportations. Donc, si ça devait fléchir, présentement, les exportations vont quand même assez bien dans le maïs. Là, on sent que ça a envie de rebondir. Le USDA dit que ça va aller encore mieux l'année prochaine. Il augmente les exportations de 21%. Il sera plus élevé qu'en 2018-19. Donc, ce sera à suivre. S'il y a un facteur important, là, ça va être les exportations qui pourraient venir gonfler ce chiffre-là. C'est sûr que si là, on passe au-dessus de 3,5 milliards de boisseaux, là, on pourrait s'attendre à des prix qui passeraient sous la barre possiblement des 3$ du boisseau. Au niveau du soya, là encore là, c'est les données du rapport d'intention d'ensemencement qui prévalait. Ça nous donne les inventaires finaux qui seraient à 405 millions de boisseaux. Ce sera un recul de 30% versus ceux de cette année. Si vous regardez dans le rapport d'hier, ils ont ajusté l'ancienne récolte là, au niveau des stocks. On a réduit les exportations de 100 millions de boisseaux. Parce qu'évidemment, depuis plusieurs semaines, les exportations de soya américaines sont molles, très très molles, je dirais. La Chine est pratiquement disparue du radar. Par contre, depuis 2 semaines, la Chine on a eu quelques annonces d'achat de la part de la Chine. Est-ce que ça va se maintenir? Ça sera à voir. Avec Trump qui accuse les Chinois pour le virus, etc., puis qui menace de mettre des tarifs. Est-ce que ça pourrait venir plomber cette petite envie des Chinois d'acheter des produits américains? On verra. Mais pour l'instant, c'est ce qui a fait gonfler le bilan de cette année de 100 millions de boisseaux, mais évidemment, ça devient 100 millions de boisseaux de plus pour l'an prochain. Là aussi, les exportations, on est très optimiste. On parle de 2 milliards de boisseaux. Ça sera une augmentation aussi d'au-dessus de 20%. Là. Donc, le secteur des exportations va être à surveiller là, selon ces premiers chiffres-là. Va être un facteur à surveiller dans les prochains mois. C'est sûr que c'est pas dans les prochaines semaines, parce qu'on parle de la prochaine récolte. Donc, on parle de mois d'octobre et plus loin là, pour commencer à surveiller ces chiffres-là, mais quand même, c'est des bonnes augmentations d'exportation. Donc, on s'attend à ce que le commerce reprenne. Malgré tout ce qui se passe présentement et le ralentissement économique, on reste optimiste sur les exportations. Les graphiques du marché à terme pour le maïs. Je voulais juste souligner le fait que depuis je dirais 2 semaines, si on regarde la fin du graphique, on semble être
sur une petite tendance haussière. Je dis bien petite tendance haussière. Ce qu'on sait, c'est que la saisonnalité veut qu'à cette période-ci de l'année, on touche les creux, puis qu'on recommence à remonter. Est-ce que c'est juste un effet de saisonnalité, ou est-ce qu'il y a réellement un espoir de voir les prix remonter? Ça veut dire une meilleure demande qui ferait monter les prix dans les prochaines semaines, mois. On verra, mais normalement c'est ainsi, c'est pas anormal de voir des hausses de prix, c'est plutôt la normalité. Là. La grande question, c'est à quelle hauteur va être cette hausse-là. Mais même avec le rapport d'hier, on a eu une hausse de 5 à 6 sous. Ce matin, sur le marché de nuit, c'était une baisse d'une demi à 1 sou. Donc, on n'a pas tout perdu. J'ai hâte de voir l'ouverture ce matin, si le marché va complètement redonner ce qu'il a pris hier. Mais il reste que la tendance semble partir à la hausse lentement sur le maïs. Donc, on serait dans un effet de saisonnalité présente. Mais pour ceux qui avaient des positions acheteurs dans les comptes de courtage, ben, ça va être surveillé de près là, pour essayer de sortir nos positions. Là. Ce qui avait été le sujet là, d'une des présentations que j'avais fait dans les dernières semaines. Du côté du porc, on voit que la COVID a eu un effet important sur les prévisions du USDA concernant la production de porc aux États-Unis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des graphiques qui étaient en régression, c'est-à-dire des baisses de production versus le trimestre d'avant. C'est ce qui semble le cas pour, si on prend le trimestre 2, vous voyez que la colonne orange au trimestre 2, elle est beaucoup plus basse que celle de l'an dernier. Puis vous voyez dans les dernières années, là, on commence en 2017, mais j'avais mis 2016, c'était un graphique en escalier, ça montait toujours. Puis ce qui était prévu initialement, c'était encore ça, des hausses. Par contre, la COVID est venue brouiller le radar avec les arrêts d'abattage, donc c'est ce qui a obligé le USDA à essayer d'évaluer les pertes réelles qu'il va y avoir là-dedans. Ce qu'on parle pour l'année, c'est une révision. C'est une révision de production de près de 1,5 à 1,6 milliards de livres en moins. C'est ce qui fait qu'on terminerait l'année, si vous regardez dans le petit tableau à côté, on terminerait l'année sur une baisse de presque 1% de production cette année versus l'an passé. Si vous vous souvenez, dans les mois qui précédaient, c'était plutôt une hausse de 5% qu'on s'attendait. Donc, on est passé de plus 5 à moins 1 dans l'espace d'un rapport. Donc, la COVID a un effet vraiment négatif sur les perspectives de production. Qui dit baisse de production, c'est négatif pour la production, mais ça pourrait être positif pour les prix. Parce évidemment, s'il y a moins de porc à écouler, ça devrait aider à soutenir les prix dans les prochains mois. Est-ce que ces chiffres-là vont se réaliser? Ça reste une prévision. Il est peut-être encore tôt pour se fixer réellement. On verra possiblement avec le Hogs and Pigs là, qui est prévu pour la fin du mois de juin. Là, on pourra on va peut-être avoir un portrait un peu plus juste de ce qui a été fait. Ça veut dire s'il y a eu des euthanasies de porc lourd, est-ce qu'il y a eu des euthanasies de porcelets, est-ce qu'il y a réellement eu des avortements? C'est sûr que les avortements, on les verra pas nécessairement dans le rapport de juin, mais s'il y a réellement eu des avortements de truies, ça va avoir un impact sur les porcs à vendre en fin d'année, évidemment. Et pour le début de l'année 2021, puis c'est la colonne rouge que vous voyez dans le graphique, la première au trimestre 1, vous voyez que c'est une baisse prévue. On diminuerait à 7 milliards de livres la production versus 7,4 la production qu'on a eue cette année. Donc, on parle de baisse de production dans le passé. Depuis 2015, on ne parlait que d'augmentation d'un trimestre à l'autre, c'était toujours en croissance. Là, comme le COVID est venu changer complètement la donne, on se retrouve avec un marché qui pourrait avoir une production plus faible cette année. Par contre, si on regarde les chiffres de 2020, le premier chiffre qui a été lancé, on parle d'une production de 28,2 milliards de livres, ce qui nous ferait une augmentation de presque 3% sur la production de cette année. Évidemment, la production de cette année est en baisse, elle serait plus petite que celle de l'an dernier, mais ça nous laisse ça laisserait une croissance de 3% pour l'an prochain. Donc, j'ai de la misère à voir si on a vraiment liquidé des truies parce que c'était pas rentable. On aurait une baisse de production en début d'année et puis là on se remettrait à reproduire on passerait en mode croissance dans les mois qui viennent. Je pense que c'est les prix de la fin d'année qui vont déterminer si oui, on va avoir une croissance aussi importante, je pense, en 2021 que ce que les données de ce rapport nous donnent. J'ai ressorti mon graphique d'historique dans le passé, juste pour se situer, c'était avec les fermetures hier. Hier, on était le 12 mai, c'était les fermetures du 12 mai. La ligne rouge qui est évidemment le marché à terme, là, versus la moyenne. Vous voyez que pour toutes les échéances de 2020,
on se situe dans l'ensemble en bas de la moyenne. Et pour les échéances d'été, on est même en bas des prix les plus bas qu'on a vus dans les 5 dernières années. Donc, en termes de protection de prix, il n'y a peut-être pas à s'exciter beaucoup pour des échéances de 2020. Par contre, à partir de 2021, vous voyez qu'on passe la moyenne et au-dessus pour les échéances pour la période de janvier à mai 2021. Donc là, oui, il y aurait peut-être l'intérêt si le marché rebondit. Hier, on a vu un rebond des prix suite au rapport. Le marché a répondu positivement au rapport qu'on a eu hier midi. Reste à voir si ça va se concrétiser encore aujourd'hui. Si ça se maintient aujourd'hui, ça pourrait être un signal positif là, pour les prochaines semaines. Et ça va être le temps d'aiguiser nos crayons et de mettre nos stratégies en place, toujours en priorisant les échéances de 2021. Et celle de 2021 qui est à prioriser dans vos stratégies, ça demeure encore une fois celle d'avril. Comme on peut voir pour mars et avril, c'est là que les pourcentages sont les plus élevés là, en termes de couverture. Et évidemment, si le court terme continue à monter, on va pouvoir avoir les échéances de décembre et éventuellement octobre qui pourraient devenir intéressantes aussi en termes de prix. Que ça complète ma petite présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, vous vous gênez pas, vous pouvez me lâcher un coup de fil ou m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci, bonne journée.